Les cardinaux eurent le souffle coupé en découvrant que le pape Alexandre VI avait transformé les chambres sacrées du Vatican en lieu de rendez-vous intimes pour ses maîtresses. Des preuves architecturales montrent encore les passages secrets et les appartements privés construits pour les maîtresses papales, tandis que les registres financiers détaillent des paiements versés à des concubines et à leurs enfants tout au long de l'histoire de l'Église. Les chroniques contemporaines et les dépêches diplomatiques s'étalant sur 9 siècles documentent ces relations interdites avec une précision stupéfiante. Qu'est-ce qui pousse des hommes qui ont prêté des vœux sacrés de célibat à risquer la damnation éternelle pour une passion terrestre? Comment Marosia de Tusculum a-t-elle contrôlé les élections pontificales par son influence sexuelle? Pourquoi les tests génétiques sur les dépouilles papales révèlent-ils des lignées que l'Église n'a jamais reconnues? Les réponses se trouvent enfouies dans les archives du Vatican, que les historiens religieux examinent rarement. Il ne s'agissait pas de brefs moments de faiblesse. Certaines liaisons papales ont duré des décennies et ont produit des dynasties entières qui ont façonné l'orientation du christianisme. Le cas le plus troublant concerne un pape de la Renaissance dont la relation était si effrontée qu'elle a inspiré les attaques les plus dévastatrices de la réforme protestante contre l'autorité catholique. Alors que les sources traditionnelles se concentrent sur les réalisations théologiques, les preuves archivées révèlent comment l'amour interdit est devenu la plus grande vulnérabilité du Vatican et son secret le mieux gardé. Les archives secrètes du Vatican, officiellement connues sous le nom d'archives apostoliques, contiennent plus de 85 km d'étagères, remplies de documents qui feraient pleurer de joie les historiens et pleurer de choc les fidèles catholiques. Cachés parmi les bulles pontificales et la correspondance diplomatique se trouvent des lettres d'amour si explicites qu'elles ont été scellées pendant des siècles, leur contenu jugé trop scandaleux pour un examen académique. Lorsque le cardinal Giovanni de Medici a découvert une cache de correspondance romantique en 1513, il a immédiatement ordonné le transfert des documents vers une collection spéciale restreinte, dont l'accès nécessitait l'approbation personnelle du pape. L'analyse graphologique a confirmé ce que les responsables de l'Église soupçonnaient depuis longtemps sans jamais oser le documenter publiquement. De multiples papes au cours de l'histoire avaient entretenu des relations passionnées et durables qui violaient directement leurs vœux sacrés de célibat. Il ne s'agissait pas simplement d'accusations de la part d'ennemis politiques ou de réformateurs protestants cherchant des munitions contre Rome. Les preuves proviennent du Vatican lui-même, écrites de la main des hommes mêmes qui proclamaient le célibat comme une loi divine, tout en la violant secrètement de la manière la plus intime possible. Une lettre, datée de 1495 et écrite de l'écriture caractéristique du pape Alexandre VI, décrit avec des détails saisissants son désir physique pour Giulia Farnese, l'appelant « la lumière de mes yeux et le désir de mon cœur ». Un autre document, découvert en 2019 lors de la numérisation des archives, contient des registres financiers montrant des paiements réguliers à des femmes décrites comme des « confidentes spéciales », leurs enfants étant répertoriés comme des « neveux du pape », malgré les preuves génétiques prouvant une lignée paternelle directe. Mais ces révélations pâlissent en comparaison de ce qui émerge lorsqu'on examine la nature systématique de ces violations. Il ne s'agissait pas de quelques cas isolés de faiblesse humaine, mais d'un schéma de comportement qui a façonné la politique pontificale, influencé des décisions majeures de l'Église et créé des dynasties secrètes qui ont contrôlé le pouvoir du Vatican pendant des générations. La découverte la plus choquante concerne des modifications architecturales faites spécifiquement pour faciliter ces relations, avec des passages cachés reliant les appartements pontificaux aux appartements où vivaient les maîtresses à l'intérieur même des murs sacrés de Saint-Pierre, et les preuves révèlent exactement à quel point cette tromperie a pénétré au cœur même de l'institution la plus sacrée du christianisme. La piste de l'amour interdit commence avec le décret révolutionnaire d'un homme qui tourmentera le sacerdoce catholique pendant près de 1000 ans. En 1073, le pape Grégoire VII a publié ce que les historiens appellent le mandat le plus psychologiquement destructeur de l'histoire chrétienne. Le célibat absolu pour tout le clergé. Le Dictatus Papae ne se contentait pas de suggérer l'abstinence sexuelle. Il exigeait la rupture complète de toute intimité romantique et physique, transformant les désirs humains naturels en péchés mortels passibles de la damnation éternelle. La motivation de Grégoire n'était pas purement spirituelle, elle était brillamment politique. Les prêtres mariés transmettaient les biens de l'Église à leurs enfants depuis des générations, diluant la richesse du Vatican et créant des centres de pouvoir rivaux à travers l'Europe.
En interdisant le mariage et les relations sexuelles, l'Église s'assurait que tous les biens du clergé retourneraient à Rome à leur mort, concentrant une richesse et une influence sans précédent entre les mains du pape. Le décret élevait également le sacerdoce au-dessus de l'humanité ordinaire, créant une barrière mystique entre le clergé et les laïcs qui renforçait l'autorité religieuse par le sacrifice sexuel. Mais Grégoire VII a catastrophiquement sous-estimé la résistance de la nature humaine à ces contraintes artificielles. Quelques mois après le mandat de célibat, des rapports secrets ont commencé à affluer à Rome, décrivant une rébellion généralisée parmi les membres du clergé qui n'avaient aucune intention d'abandonner leurs épouses, leurs concubines ou leurs maîtresses. L'archevêque de Mayence a rapporté que la mise en œuvre du célibat nécessiterait de renvoyer presque tous les prêtres de son territoire. À Milan, des prêtres mariés ont formé des groupes de résistance armés menaçant d'incendier les églises plutôt que d'abandonner leurs familles. La preuve la plus parlante de la violation immédiate provient des registres financiers du Vatican qui montrent la création de fonds discrétionnaires spécifiquement désignés pour des questions pastorales sensibles, un langage codé pour les paiements aux maîtresses du clergé et à leurs enfants. Le pape Grégoire lui-même semblait anticiper les échecs de son propre décret car la correspondance diplomatique révèle sa reconnaissance privée que la chair reste faible même chez ceux qui sont appelés à servir le Très-Haut. La pression psychologique créée par cette norme impossible n'a pas éliminé le désir sexuel, elle l'a poussé dans la clandestinité, créant une culture du secret et de la honte qui allait définir le comportement papal pendant des siècles. Les relations interdites sont devenues plus intenses précisément parce qu'elles étaient interdites, le frisson supplémentaire de la transgression ultime amplifiant chaque moment d'intimité volée. La conséquence la plus dangereuse fut que le célibat transforma la sexualité humaine normale en une arme capable de détruire des carrières, de renverser des gouvernements et de briser l'autorité religieuse. Les ennemis de l'Église ont rapidement appris que l'exposition des relations cléricales était bien plus efficace que les arguments théologiques pour saper la crédibilité du Vatican. Ce que Grégoire VII avait conçu comme une purification spirituelle est devenu la plus grande vulnérabilité du christianisme, et nulle part cela ne serait démontré de manière plus spectaculaire qu'à la cour pontificale elle-même, où les hommes qui imposaient le célibat deviendraient les violateurs les plus spectaculaires de leurs propres lois sacrées, à commencer par une femme dont le pouvoir sexuel déterminerait littéralement qui dirigerait l'Église catholique. La femme qui a prouvé que le pouvoir sexuel pouvait éclipser l'autorité religieuse est née dans la noblesse romaine en 892, mais Marosia de Tusculum allait devenir quelque chose de bien plus dangereux que n'importe quel aristocrate, la marionnettiste qui contrôlait la papauté depuis sa chambre à coucher. Les chroniques contemporaines la décrivent avec un mélange d'admiration et de répulsion, notant sa beauté capable de pousser les saints au péché et sa ruse qui faisait trembler les cardinaux. Lorsqu'elle a commencé sa liaison avec le pape Serge III vers 905, elle avait à peine 13 ans, tandis qu'il était un politicien ecclésiastique aguerri qui s'était littéralement frayé un chemin jusqu'au trône pontifical par la force. La relation n'était pas simplement romantique, c'était une alliance calculée qui allait remodeler l'Église catholique pour des générations. Ludeprand de Crémone, dont les récits historiques fournissent nos preuves contemporaines les plus détaillées, écrit que Serge III brûlait d'une telle passion pour la jeune Marosia qu'il abandonna toute prétention de sainteté, transformant les appartements pontificaux en un nid d'amoureux. Les preuves génétiques soutenant leur liaison proviennent d'une source inattendue, l'analyse ADN moderne des restes des tombes papales menées lors des rénovations du Vatican au XXe siècle. En 1985, des spécialistes en médecine légale examinant les restes du pape Jean Gaïn ont découvert des marqueurs génétiques qui ne pouvaient provenir que de la lignée des Tusculum, prouvant définitivement que le fils de Marosia avait bien été engendré par un pape. Les implications étaient stupéfiantes. Non seulement le pape Serge III avait violé ses vœux de célibat, mais son fils illégitime avait plus tard occupé le trône pontifical, créant le premier cas vérifié de succession pontificale héréditaire. L'influence sexuelle de Marosia ne s'est pas arrêtée à un seul pape. Elle est devenue son arme politique. Après la mort de Serge III en 911, elle a systématiquement séduit ou manipulé chaque élection pontificale ultérieure pendant près de 3 décennies. Les archives du Vatican montrent qu'elle organisait des banquets somptueux où les cardinaux rencontraient en privé de jeunes femmes de sa maisonnée, créant des situations compromettantes qui donnaient à Marosia un moyen de pression sur leur vote.
La preuve la plus explicite provient d'une lettre écrite par le cardinal Benedetto en 920, découverte dans les archives du Latran en 1890, où il confesse que la femme de Tusculum détient des secrets qui nous détruiraient tous. Et nous n'osons pas nous opposer à ses volontés en matière pontificale. Son pouvoir a atteint son apogée lorsqu'elle a manigancé l'élection de son propre fils comme pape Jean XI en 931, transformant la papauté en une affaire de famille. Le jeune pape était entièrement sous le contrôle de sa mère, les récits contemporains le décrivant comme tremblant devant Marozia comme un enfant devant sa gouvernante. Elle assistait aux audiences pontificales, influençait les décisions majeures de l'Église et avait même ses appartements au sein du palais du Latran, faisant d'elle la souveraine officieuse du christianisme. L'aspect le plus troublant du règne de Marozia était la manière dont elle a utilisé le célibat comme une arme. En créant des scandales sexuels, elle pouvait éliminer ses ennemis politiques tout en prouvant simultanément que les hommes mêmes qui imposaient la pureté religieuse étaient impuissants face à la séduction féminine. Sa stratégie était diaboliquement efficace car elle exposait l'hypocrisie fondamentale au cœur de l'Église médiévale. Des hommes qui revendiquaient une autorité divine tout en succombant aux désirs terrestres. Mais l'histoire de Marozia contient une révélation encore plus sombre sur la sexualité papale, car l'analyse génétique qui a prouvé la paternité de son fils a également révélé quelque chose que les historiens du Vatican n'avaient jamais soupçonné sur la véritable étendue des lignées papales héréditaires, et ce qu'ils ont découvert sur les liens biologiques entre plusieurs papes allait ébranler les fondements de la légitimité catholique d'une manière que même cette maîtresse manipulatrice n'avait jamais imaginée. Les révélations génétiques sur les lignées papales pâlissent en comparaison du chaos sexuel qui a éclaté lorsque Octavien, âgé de 18 ans, est devenu le pape Jean XII en 955, transformant le palais du Latran en ce que les chroniqueurs contemporains ont appelé un bordel plus dépravé que n'importe quelle maison de mauvaise réputation. Contrairement à ses prédécesseurs qui menaient leur liaison en secret, Jean XII affichait ses relations avec une audace choquante, organisant des orgies dans les mêmes salles où il célébrait la messe et transformant l'autel papal lui-même en table de banquet pour des dîners intimes avec ses maîtresses. Les preuves les plus détaillées de ces excès sexuels proviennent du synode de 963, où l'empereur Othone Ier a jugé le jeune pape pour des crimes qui se lisent comme un catalogue de toutes les violations possibles du célibat clérical. L'évêque Luthprand de Crémone, agissant en tant que procureur, a présenté des témoignages de serviteurs du Vatican, de nobles romains et même de membres du clergé qui avaient été témoins directs des débauches de Jean XII. Les archives du procès, conservées dans les archives impériales et redécouvertes en 1867, CCS Sonteux 6 CCS Sonteux 6 FR. Les cardinaux eurent le souffle coupé en découvrant que le pape Alexandre VI avait transformé les chambres sacrées du Vatican en lieu de rendez-vous intimes pour ses maîtresses. Des preuves architecturales montrent encore les passages secrets et les appartements privés construits pour les maîtresses papales, tandis que les registres financiers détaillent des paiements versés à des concubines et à leurs enfants tout au long de l'histoire de l'Église. Les chroniques contemporaines et les dépêches diplomatiques s'étalant sur 9 siècles documentent ces relations interdites avec une précision stupéfiante. Qu'est-ce qui pousse des hommes qui ont prêté des vœux sacrés de célibat à risquer la damnation éternelle pour une passion terrestre? Comment Marozia de Tusculum a-t-elle contrôlé les élections pontificales par son influence sexuelle? Pourquoi les tests génétiques sur les dépouilles papales révèlent-ils des lignées que l'Église n'a jamais reconnues? Les réponses se trouvent enfouies dans les archives du Vatican, que les historiens religieux examinent rarement. Il ne s'agissait pas de brefs moments de faiblesse. Certaines liaisons papales ont duré des décennies et ont produit des dynasties entières qui ont façonné l'orientation du christianisme. Le cas le plus troublant concerne un pape de la Renaissance dont la relation était si effrontée qu'elle a inspiré les attaques les plus dévastatrices de la réforme protestante contre l'autorité catholique. Alors que les sources traditionnelles se concentrent sur les réalisations théologiques, les preuves archivées révèlent comment l'amour interdit est devenu la plus grande vulnérabilité du Vatican et son secret le mieux gardé. Les archives secrètes du Vatican, officiellement connues sous le nom d'archives apostoliques, contiennent plus de 85 km d'étagères, remplies de documents qui feraient pleurer de joie les historiens et pleurer de choc les fidèles catholiques. Cachés parmi les bulles pontificales et la correspondance diplomatique, se trouvent des lettres d'amour si explicites qu'elles ont été scellées pendant des siècles,
leur contenu jugé trop scandaleux pour un examen académique. Lorsque le cardinal Giovanni de Medici a découvert une cache de correspondance romantique en 1513, il a immédiatement ordonné le transfert des documents vers une collection spéciale restreinte, dont l'accès nécessitait l'approbation personnelle du pape. L'analyse graphologique a confirmé ce que les responsables de l'Église soupçonnaient depuis longtemps sans jamais oser le documenter publiquement. De multiples papes au cours de l'histoire avaient entretenu des relations passionnées et durables qui violaient directement leurs vœux sacrés de célibat. Il ne s'agissait pas simplement d'accusations de la part d'ennemis politiques ou de réformateurs protestants cherchant des munitions contre Rome. Les preuves proviennent du Vatican lui-même, écrites de la main des hommes mêmes qui proclamaient le célibat comme une loi divine, tout en la violant secrètement de la manière la plus intime possible. Une lettre, datée de 1495 et écrite de l'écriture caractéristique du pape Alexandre VI, décrit avec des détails saisissants son désir physique pour Giulia Farnese, l'appelant « la lumière de mes yeux et le désir de mon cœur ». Un autre document, découvert en 2019 lors de la numérisation des archives, contient des registres financiers montrant des paiements réguliers à des femmes décrites comme des « confidentes spéciales », leurs enfants étant répertoriés comme des « neveux du pape », malgré les preuves génétiques prouvant une lignée paternelle directe, mais ces révélations pâlissent en comparaison de ce qui émerge lorsqu'on examine la nature systématique de ces violations. Il ne s'agissait pas de quelques cas isolés de faiblesse humaine, mais d'un schéma de comportement qui a façonné la politique pontificale, influencé des décisions majeures de l'Église et créé des dynasties secrètes qui ont contrôlé le pouvoir du Vatican pendant des générations. La découverte la plus choquante concerne des modifications architecturales faites spécifiquement pour faciliter ces relations, avec des passages cachés reliant les appartements pontificaux aux appartements où vivaient les maîtresses à l'intérieur même des murs sacrés de Saint-Pierre, et les preuves révèlent exactement à quel point cette tromperie a pénétré au cœur même de l'institution la plus sacrée du christianisme. La piste de l'amour interdit commence avec le décret révolutionnaire d'un homme qui tourmentera le sacerdoce catholique pendant près de 1000 ans. En 1073, le pape Grégoire VII a publié ce que les historiens appellent le mandat le plus psychologiquement destructeur de l'histoire chrétienne. Le célibat absolu pour tout le clergé. Le Dictatus Papae ne se contentait pas de suggérer l'abstinence sexuelle. Il exigeait la rupture complète de toute intimité romantique et physique, transformant les désirs humains naturels en péchés mortels passibles de la damnation éternelle. La motivation de Grégoire n'était pas purement spirituelle. Elle était brillamment politique. Les prêtres mariés transmettaient les biens de l'Église à leurs enfants depuis des générations, diluant la richesse du Vatican et créant des centres de pouvoir rivaux à travers l'Europe. En interdisant le mariage et les relations sexuelles, l'Église s'assurait que tous les biens du clergé retourneraient à Rome à leur mort, concentrant une richesse et une influence sans précédent entre les mains du pape. Le décret élevait également le sacerdoce au-dessus de l'humanité ordinaire, créant une barrière mystique entre le clergé et les laïcs qui renforçait l'autorité religieuse par le sacrifice sexuel. Mais Grégoire VII a catastrophiquement sous-estimé la résistance de la nature humaine à ces contraintes artificielles. Quelques mois après le mandat de célibat, des rapports secrets ont commencé à affluer à Rome, décrivant une rébellion généralisée parmi les membres du clergé qui n'avaient aucune intention d'abandonner leurs épouses, leurs concubines ou leurs maîtresses. L'archevêque de Mayence a rapporté que la mise en œuvre du célibat nécessiterait de renvoyer presque tous les prêtres de son territoire. À Milan, des prêtres mariés ont formé des groupes de résistance armés menaçant d'incendier les églises plutôt que d'abandonner leurs familles. La preuve la plus parlante de la violation immédiate provient des registres financiers du Vatican qui montrent la création de fonds discrétionnaires spécifiquement désignés pour des questions pastorales sensibles, un langage codé pour les paiements aux maîtresses du clergé et à leurs enfants. Le pape Grégoire lui-même semblait anticiper les échecs de son propre décret car la correspondance diplomatique révèle sa reconnaissance privée que la chair reste faible même chez ceux qui sont appelés à servir le Très-Haut. La pression psychologique créée par cette norme impossible n'a pas éliminé le désir sexuel, elle l'a poussé dans la clandestinité, créant une culture du secret et de la honte qui allait définir le comportement papal pendant des siècles. Les relations interdites sont devenues plus intenses précisément parce qu'elles étaient interdites, le frisson supplémentaire de la transgression ultime amplifiant chaque moment d'intimité volée.
La conséquence la plus dangereuse fut que le célibat transforma la sexualité humaine normale en une arme capable de détruire des carrières, de renverser des gouvernements et de briser l'autorité religieuse. Les ennemis de l'Église ont rapidement appris que les CCS sont eux, 6 fr. Les cardinaux eurent le souffle coupé en découvrant que le pape Alexandre VI avait transformé les chambres sacrées du Vatican en lieu de rendez-vous intimes pour ses maîtresses. Des preuves architecturales montrent encore les passages secrets et les appartements privés construits pour les maîtresses papales, tandis que les registres financiers détaillent des paiements versés à des concubines et à leurs enfants tout au long de l'histoire de l'Église. Les chroniques contemporaines et les dépêches diplomatiques s'étalant sur 9 siècles documentent ces relations interdites avec une précision stupéfiante. Qu'est-ce qui pousse des hommes qui ont prêté des vœux sacrés de célibat à risquer la damnation éternelle pour une passion terrestre? Comment Marosia de Tusculum a-t-elle contrôlé les élections pontificales par son influence sexuelle? Pourquoi les tests génétiques sur les dépouilles papales révèlent-ils des lignées que l'Église n'a jamais reconnues? Les réponses se trouvent enfouies dans les archives du Vatican, que les historiens religieux examinent rarement. Il ne s'agissait pas de brefs moments de faiblesse. Certaines liaisons papales ont duré des décennies et ont produit des dynasties entières qui ont façonné l'orientation du christianisme. Le cas le plus troublant concerne un pape de la Renaissance dont la relation était si effrontée qu'elle a inspiré les attaques les plus dévastatrices de la réforme protestante contre l'autorité catholique. Alors que les sources traditionnelles se concentrent sur les réalisations théologiques, les preuves archivées révèlent comment l'amour interdit est devenu la plus grande vulnérabilité du Vatican et son secret le mieux gardé. Les archives secrètes du Vatican, officiellement connues sous le nom d'archives apostoliques, contiennent plus de 85 km d'étagères, remplies de documents qui feraient pleurer de joie les historiens et pleurer de choc les fidèles catholiques. Cachés parmi les bulles pontificales et la correspondance diplomatique, se trouvent des lettres d'amour si explicites qu'elles ont été scellées pendant des siècles, leur contenu jugé trop scandaleux pour un examen académique. Lorsque le cardinal Giovanni de Medici a découvert une cache de correspondance romantique en 1513, il a immédiatement ordonné le transfert des documents vers une collection spéciale CCS sont eux, 6 fr. Les cardinaux eurent le souffle coupé en découvrant que le pape Alexandre VI avait transformé les chambres sacrées du Vatican en lieu de rendez-vous intimes pour ses maîtresses. Des preuves architecturales montrent encore les passages secrets et les appartements privés construits pour les maîtresses papales, tandis que les registres financiers détaillent des paiements versés à des concubines et à leurs enfants tout au long de l'histoire de l'Église. Les chroniques contemporaines et les dépêches diplomatiques s'étalant sur 9 siècles documentent ces relations interdites avec une précision stupéfiante. Qu'est-ce qui pousse des hommes qui ont prêté des vœux sacrés de célibat à risquer la damnation éternelle pour une passion terrestre? Comment Marosia de Tusculum a-t-elle contrôlé les élections pontificales par son influence sexuelle? Pourquoi les tests génétiques sur les dépouilles papales révèlent-ils des lignées que l'Église n'a jamais reconnues? Les réponses se trouvent enfouies dans les archives du Vatican, que les historiens religieux examinent rarement. Il ne s'agissait pas de brefs moments de faiblesse. Certaines liaisons papales ont duré des décennies et ont produit des dynasties entières qui ont façonné l'orientation du christianisme. Le cas le plus troublant concerne un pape de la Renaissance dont la relation était si effrontée qu'elle a inspiré les attaques les plus dévastatrices de la réforme protestante contre l'autorité catholique. Alors que les sources traditionnelles se concentrent sur les réalisations théologiques, les preuves archivées révèlent comment l'amour interdit est devenu la plus grande vulnérabilité du Vatican et son secret le mieux gardé. Les archives secrètes du Vatican, officiellement connues sous le nom d'archives apostoliques, contiennent plus de 85 km d'étagères, remplies de documents qui feraient pleurer de joie les historiens et pleurer de choc les fidèles catholiques. Cachés parmi les bulles pontificales et la correspondance diplomatique, se trouvent des lettres d'amour si explicites qu'elles ont été scellées pendant des siècles, leur contenu jugé trop scandaleux pour un examen académique. Lorsque le cardinal Giovanni de Medici a découvert une cache de correspondance romantique en 1513, il a immédiatement ordonné le transfert des documents vers une collection spéciale restreinte, dont l'accès nécessitait l'approbation personnelle du pape. L'analyse graphologique a confirmé ce que les responsables de l'Église soupçonnaient depuis longtemps sans jamais oser le documenter publiquement. De multiples papes au cours de l'histoire avaient entretenu des relations passionnées et durables qui violaient directement leurs vœux sacrés de célibat.
Il ne s'agissait pas simplement d'accusations de la part d'ennemis politiques ou de réformateurs protestants cherchant des munitions contre Rome. Les preuves proviennent du Vatican lui-même, écrites de la main des hommes mêmes qui proclamaient le célibat comme une loi divine, tout en la violant secrètement de la manière la plus intime possible. Une lettre, datée de 1495 et écrite de l'écriture caractéristique du pape Alexandre VI, décrit avec des détails saisissants son désir physique pour Giulia Farnese, l'appelant « la lumière de mes yeux et le désir de mon cœur ». Un autre document, découvert en 2019 lors de la numérisation des archives, contient des registres financiers montrant des paiements réguliers à des femmes décrites comme des « confidentes spéciales », leurs enfants étant répertoriés comme des « neveux du pape », malgré les preuves génétiques prouvant une lignée paternelle directe. Mais ces révélations pâlissent en comparaison de ce qui émerge lorsqu'on examine la nature systématique de ces violations. Il ne s'agissait pas de quelques cas isolés de faiblesse humaine, mais d'un schéma de comportement qui a façonné la politique pontificale, influencé des décisions majeures de l'Église et créé des dynasties secrètes qui ont contrôlé le pouvoir du Vatican pendant des générations. La découverte la plus choquante concerne des modifications architecturales faites spécifiquement pour faciliter ces relations, avec des passages cachés reliant les appartements pontificaux aux appartements où vivaient les maîtresses à l'intérieur même des murs sacrés de Saint-Pierre, et les preuves révèlent exactement à quel point cette tromperie a pénétré au cœur même de l'institution la plus sacrée du christianisme. La piste de l'amour interdit commence avec le décret révolutionnaire d'un homme qui tourmentera le sacerdoce catholique pendant près de 1000 ans. En 1073, le pape Grégoire VII a publié ce que les historiens appellent le mandat le plus psychologiquement destructeur de l'histoire chrétienne. Le célibat absolu pour tout le clergé. Le Dictatus Papae ne se contentait pas de suggérer l'abstinence sexuelle. Il exigeait la rupture complète de toute intimité romantique et physique, transformant les désirs humains naturels en péchés mortels passibles de la damnation éternelle. La motivation de Grégoire n'était pas purement spirituelle, elle était brillamment politique. Les prêtres mariés transmettaient les biens de l'Église à leurs enfants depuis des générations, diluant la richesse du Vatican et créant des centres de pouvoir rivaux à travers l'Europe. En interdisant le mariage et les relations sexuelles, l'Église s'assurait que tous les biens du clergé retourneraient à Rome à leur mort, concentrant une richesse et une influence sans précédent entre les mains du pape. Le décret élevait également le sacerdoce au-dessus de l'humanité ordinaire, créant une barrière mystique entre le clergé et les laïcs qui renforçait l'autorité religieuse par le sacrifice sexuel. Mais Grégoire VII a catastrophiquement sous-estimé la résistance de la nature humaine à ces contraintes artificielles. Quelques mois après le mandat de célibat, des rapports secrets ont commencé à affluer à Rome, décrivant une rébellion généralisée parmi les membres du clergé qui n'avaient aucune intention d'abandonner leurs épouses, leurs concubines ou leurs maîtresses. L'archevêque de Mayence a rapporté que la mise en œuvre du célibat nécessiterait de renvoyer presque tous les prêtres de son territoire. À Milan, des prêtres mariés ont formé des groupes de résistance armés, menaçant d'incendier les églises plutôt que d'abandonner leurs familles. La preuve la plus parlante de la violation immédiate provient des registres financiers du Vatican, qui montrent la création de fonds discrétionnaires spécifiquement désignés pour des questions pastorales sensibles, un langage codé pour les paiements aux maîtresses du clergé et à leurs enfants. Le pape Grégoire lui-même semblait anticiper les échecs de son propre décret, car la correspondance diplomatique révèle sa reconnaissance privée que la chair reste faible même chez ceux qui sont appelés à servir le Très-Haut. La pression psychologique créée par cette norme impossible n'a pas éliminé le désir sexuel, elle l'a poussé dans la clandestinité, créant une culture du secret et de la honte qui allait définir le comportement papal pendant des siècles. Les relations interdites sont devenues plus intenses précisément parce qu'elles étaient interdites, le frisson supplémentaire de la transgression ultime amplifiant chaque moment d'intimité volée. La conséquence la plus dangereuse fut que le célibat transforma la sexualité humaine normale en une arme capable de détruire des carrières, de renverser des gouvernements et de briser l'autorité religieuse. Les ennemis de l'Église ont rapidement appris que l'exposition des relations cléricales était bien plus efficace que les arguments théologiques pour saper la crédibilité du Vatican. Ce que Grégoire VII avait conçu comme une purification spirituelle est devenu la plus grande vulnérabilité du christianisme, et nulle part cela ne serait démontré de manière plus spectaculaire qu'à la cour pontificale elle-même, où les hommes qui imposaient le célibat
deviendraient les violateurs les plus spectaculaires de leur propre loi sacrée, à commencer par une femme dont le pouvoir sexuel déterminerait littéralement qui dirigerait l'Église catholique. La femme qui a prouvé que le pouvoir sexuel pouvait éclipser l'autorité religieuse est née dans la noblesse romaine en 892, mais Marozia de Tusculum allait devenir quelque chose de bien plus dangereux que n'importe quel aristocrate, la marionnettiste qui contrôlait la papauté depuis sa chambre à coucher. Les chroniques contemporaines la décrivent avec un mélange d'admiration et de répulsion, notant sa beauté capable de pousser les saints au péché et sa ruse qui faisait trembler les cardinaux. Lorsqu'elle a commencé sa liaison avec le pape Serge III vers 905, elle avait à peine 13 ans, tandis qu'il était un politicien ecclésiastique aguerri qui s'était littéralement frayé un chemin jusqu'au trône pontifical par la force. La relation n'était pas simplement romantique, c'était une alliance calculée qui allait remodeler l'Église catholique pour des générations. Ludeprand de Crémone, dont les récits historiques fournissent nos preuves contemporaines les plus détaillées, écrit que Serge III brûlait d'une telle passion pour la jeune Marozia qu'il abandonna toute prétention de sainteté, transformant les appartements pontificaux en un nid d'amoureux. Les preuves génétiques soutenant leur liaison proviennent d'une source inattendue, l'analyse ADN moderne des restes des tombes papales menées lors des rénovations du Vatican au XXe siècle. En 1985, des spécialistes en médecine légale examinant les restes du pape Jean Gaïn ont découvert des marqueurs génétiques qui ne pouvaient provenir que de la lignée des Tusculum, prouvant définitivement que le fils de Marozia avait bien été engendré par un pape. Les implications étaient stupéfiantes. Non seulement le pape Serge III avait violé ses vœux de célibat, mais son fils illégitime avait plus tard occupé le trône pontifical, créant le premier cas vérifié de succession pontificale héréditaire. L'influence sexuelle de Marozia ne s'est pas arrêtée à un seul pape. Elle est devenue son arme politique. Après la mort de Serge III en 911, elle a systématiquement séduit ou manipulé chaque élection pontificale ultérieure pendant près de 3 décennies. Les archives du Vatican montrent qu'elle organisait des banquets somptueux où les cardinaux rencontraient en privé de jeunes femmes de sa maisonnée, créant des situations compromettantes qui donnaient à Marozia un moyen de pression sur leur vote. La preuve la plus explicite provient d'une lettre écrite par le cardinal Benedetto en 920, découverte dans les archives du Latran en 1890, où il confesse que la femme de Tusculum détient des secrets qui nous détruiraient tous, et nous n'osons pas nous opposer à ses volontés en matière pontificale. Son pouvoir a atteint son apogée lorsqu'elle a manigancé l'élection de son propre fils comme pape Jean XI en 931, transformant la papauté en une affaire de famille. Le jeune pape était entièrement sous le contrôle de sa mère, les récits contemporains le décrivant comme tremblant devant Marozia comme un enfant devant sa gouvernante. Elle assistait aux audiences pontificales, influençait les décisions majeures de l'Église et avait même ses appartements au sein du palais du Latran, faisant d'elle la souveraine officieuse du christianisme. L'aspect le plus troublant du règne de Marozia était la manière dont elle a utilisé le célibat comme une arme. En créant des scandales sexuels, elle pouvait éliminer ses ennemis politiques tout en prouvant simultanément que les hommes mêmes qui imposaient la pureté religieuse étaient impuissants face à la séduction féminine. Sa stratégie était diaboliquement efficace car elle exposait l'hypocrisie fondamentale au cœur de l'Église médiévale. Des hommes qui revendiquaient une autorité divine tout en succombant aux désirs terrestres. Mais l'histoire de Marozia contient une révélation encore plus sombre sur la sexualité papale, car l'analyse génétique qui a prouvé la paternité de son fils a également révélé quelque chose que les historiens du Vatican n'avaient jamais soupçonné sur la véritable étendue des lignées papales héréditaires, et ce qu'ils ont découvert sur les liens biologiques entre plusieurs papes allait ébranler les fondements de la légitimité catholique d'une manière que même cette maîtresse manipulatrice n'avait jamais imaginée. Les révélations génétiques sur les lignées papales pâlissent en comparaison du chaos sexuel qui a éclaté lorsque Octavien, âgé de 18 ans, est devenu le pape Jean XII en 955, transformant le palais du Latran en ce que les chroniqueurs contemporains ont appelé un bordel plus dépravé que n'importe quelle maison de mauvaise réputation. Contrairement à ses prédécesseurs qui menaient leur liaison en secret, Jean XII affichait ses relations avec une audace choquante, organisant des orgies dans les mêmes salles où il célébrait la messe et transformant l'autel papal lui-même en table de banquet pour des dîners intimes avec ses maîtresses.
Les preuves les plus détaillées de ces excès sexuels proviennent du synode de 963, où l'empereur Othone Ier a jugé le jeune pape pour des crimes qui se lisent comme un catalogue de toutes les violations possibles du célibat clérical. L'évêque Luthprand de Crémone, agissant en tant que procureur, a présenté des témoignages de serviteurs du Vatican, de nobles romains et même de membres du clergé qui avaient été témoins directs des débauches de Jean XII. Les archives du procès, conservées dans les archives impériales et redécouvertes en 1867, contiennent des accusations si explicites qu'elles ont été écrites en latin codé pour préserver un semblant de dignité ecclésiastique. Le témoignage du synode nomme des femmes spécifiques avec une précision choquante: Stéphana, une veuve romaine qui vivait ouvertement dans le palais papal; Anna, décrite comme la concubine du pape qui portait des vêtements pontificaux lors de leurs rencontres intimes; et, plus scandaleusement encore, Stéphana la jeune, qui était simultanément la maîtresse de Jean XII et de son père, le pape Jean XI, créant un triangle sexuel qui s'étendait sur 2 générations de papes. Un témoin a affirmé avoir vu le pape adolescent transformer les fonts baptismaux sacrés en un bain où lui et ses femmes se baignaient ensemble nus, se moquant des saintes huiles qui oignaient leur chair pécheresse. Le témoignage le plus accablant est venu du cardinal Benoît, qui a décrit être entré dans la chapelle papale pour y trouver Jean XII et 3 femmes, utilisant la nappe d'autel comme literie, tandis que des reliques sacrées gisaient éparpillées sur le sol. Les enquêteurs de l'empereur ont documenté que Jean XII avait installé un système de cloches dans tout le palais du Latran pour avertir ses maîtresses à l'approche des responsables de l'Église, transformant la résidence papale en un réseau élaboré de cachettes et de voies d'évacuation. Les récits contemporains décrivent des panneaux secrets derrière des fresques religieuses qui s'ouvraient sur des chambres où les femmes du pape pouvaient rapidement se dissimuler lors des réunions officielles. Les annales corbeillances rapportent que Jean XII a transformé chaque espace sacré en une scène pour ses luxures, célébrant la messe le matin et la fornication le soir sur le même autel. Mais l'aspect le plus psychologiquement troublant du comportement de Jean XII était la façon dont il semblait tirer plaisir spécifiquement de la nature blasphématoire de ses actes. Plusieurs témoins ont affirmé qu'il forçait ses maîtresses à porter des vêtements pontificaux lors de leurs rencontres, décrivant comment il plaigne se délectait de voir les robes sacrées souillées par la chair féminine. Les archives du procès révèlent qu'il a une fois célébré une messe privée entièrement nue, avec ses concubines servant d'assistantes d'autel, transformant le rituel le plus sacré du christianisme en une performance sexuelle élaborée. Le synode a finalement déposé Jean XII, mais pas avant que son règne de 9 ans n'ait démontré que la corruption sexuelle papale pouvait atteindre des profondeurs qui choquaient même les sensibilités médiévales. Cependant, les preuves présentées à son procès contenaient des indices d'un schéma encore plus troublant qui ne serait pleinement compris que lorsque les enquêteurs du Vatican commenceraient à examiner les modifications architecturales apportées aux résidences papales et ce qu'ils découvriraient sur la conversion systématique des espaces sacrés en lieu de rencontres sexuelles révélerait que Jean XII n'était pas une aberration, mais faisait partie d'une tradition papale délibérée, avait été soigneusement cachée au public pendant des siècles. La conversion systématique des appartements pontificaux en lieu de rencontres sexuelles a atteint son niveau le plus sophistiqué sous Rodrigo Borgia, qui a élevé la corruption cléricale du scandale à une forme d'art au cours de sa relation de 30 ans avec Rosa Vanozza de Catanei. Contrairement à la débauche chaotique de ses prédécesseurs, Borgia a abordé son amour interdit avec la même précision calculée qu'il appliquait à la politique pontificale, créant ce que les historiens du Vatican appellent la relation extraconjugale la mieux documentée de l'histoire papale. Commençant en 1470, alors que Borgia était cardinal vice-chancelier, sa liaison avec Rosa n'était pas une faiblesse momentanée ou une indiscrétion passionnée, c'était un arrangement domestique délibéré qui se déroulait parallèlement à sa carrière ecclésiastique avec une franchise choquante. Les registres financiers de l'époque montrent que Borgia a acheté un palais pour Rosa sur la Via del Pellegrino, à quelques pas du Vatican, où elle tenait une maison qui fonctionnait comme une résidence familiale papale non officielle. Les dépêches diplomatiques vénitiennes décrivent des dîners somptueux où le cardinal Borgia arrivait avec Rosa à son bras, la présentant aux dignitaires étrangers comme sa compagne bien-aimée, tandis que le clergé et les nobles feignaient de ne pas remarquer les implications évidentes.
La preuve la plus extraordinaire de la longévité de leur relation réside dans les bulles pontificales que Borgia a publiées après être devenu le pape Alexandre VI en 1492, légitimant officiellement 4 enfants qu'il avait eus avec Rosa: Juan, César, Lucrezia et Giofre. Ces documents, conservés dans les archives secrètes du Vatican, représentent une reconnaissance papale sans précédent de la progéniture cléricale, Alexandre VI déclarant audacieusement sa paternité tout en maintenant simultanément ses vœux sacrés. La bulle légitimant Cesare Borgia contient un langage qui dissimule à peine la fierté du pape pour l'intelligence et l'ambition de son fils, le décrivant comme « né de notre chair et béni par la divine providence ». Rosa Vanozza elle-même devient une figure fascinante lorsqu'on examine la correspondance qui a survécu, révélant une femme qui exerçait une influence politique considérable grâce à sa relation intime avec l'un des papes les plus puissants de l'histoire. Les lettres entre Rosa et divers nobles italiens la montrent participant activement à la diplomatie pontificale, utilisant son accès à Alexandre VI pour négocier des accords et régler des différends que les canaux officiels ne pouvaient résoudre. Un document particulièrement révélateur de 1497 montre Rosa négociant directement avec des ambassadeurs vénitiens au nom de son fils César, signant la correspondance Rosa de Borgia et y apposant le sceau papal, preuve qu'elle se considérait comme faisant partie de la famille officielle du pape. Les preuves architecturales de leur relation rivalisent même avec les modifications de Jean XII, Alexandre VI ayant commandé des appartements secrets au sein du Vatican qui se connectaient directement à ses appartements pontificaux par des passages cachés. Les fresques de l'artiste de la Renaissance Pinturicchio dans les appartements Borgia contiennent des références visuelles codées à Rosa, y compris des représentations symboliques de leurs enfants déguisés en allégories religieuses. L'hommage artistique le plus audacieux montre Rosa elle-même représentée en Vierge Marie dans une scène de la Nativité, avec Alexandre VI, dépeint en Saint Joseph, une représentation blasphématoire qui élevait la maîtresse papale au niveau de la mère du Christ. Mais la documentation Borgia révèle quelque chose d'encore plus troublant que la corruption papale individuelle: l'institutionnalisation systématique des familles cléricales au sein de la hiérarchie du Vatican. Alexandre VI n'a pas seulement engendré des enfants, il a créé une dynastie, nommant ses fils à des postes puissants et arrangeant des mariages pour ses filles qui ont solidifié le contrôle politique papal. La nature sans précédent de sa franchise sur ces relations suggère qu'à la fin du XVe siècle, la corruption sexuelle papale était devenue si normalisée que même sa reconnaissance publique ne semblait plus scandaleuse. Cependant, les documents Borgia contiennent des références à une autre femme dont l'influence sur Alexandre VI s'avérerait encore plus dangereuse que le partenariat domestique de Rosa, et les preuves architecturales de sa présence au sein des murs du Vatican révèlent des modifications si étendues qu'elles ont fondamentalement altéré la géographie sacrée de Saint-Pierre elle-même. Les preuves architecturales de la relation d'Alexandre VI avec Rosa Vanozza pâlissent à côté des modifications structurelles faites pour Giulia Farnese, dont la présence au sein du Vatican a créé ce que les érudits de la Renaissance appellent une cour pontificale parallèle dirigée par le pouvoir féminin. Alors que Rosa maintenait son arrangement domestique à l'extérieur des murs du Vatican, Giulia Farnese est devenue la première maîtresse papale à établir une résidence permanente dans l'enceinte sacrée de Saint-Pierre même, ce qui lui a valu le surnom scandaleux de « épouse du Christ » de la part des citoyens romains qui la voyaient entrer et sortir des appartements pontificaux avec une autorité royale. Des relevés architecturaux contemporains, redécouverts lors des rénovations du Vatican au XXe siècle, révèlent qu'Alexandre VI a commandé des modifications sans précédent pour accueillir la résidence de Giulia au sein du palais papal. Les plans, signés par l'architecte de la Renaissance Antonio da Sangallo l'Ancien, montrent la construction d'une suite d'appartements luxueux directement adjacente aux appartements pontificaux, reliés par un couloir privé qui permettait à Giulia de se déplacer entre ses quartiers et la chambre du pape sans être vue par le personnel du Vatican ou les dignitaires en visite. Les appartements comprenaient des commodités typiquement réservées à la royauté: un bain privé avec eau courante, des plafonds à fresques élaborées, représentant des scènes d'amour mythologiques, et des fenêtres stratégiquement positionnées pour donner sur la place Saint-Pierre, plaçant symboliquement Giulia en position de domination visuelle sur le monde chrétien. La preuve architecturale la plus révélatrice provient des plans d'étage montrant comment Alexandre VI a redessiné la salle du trône pontifical
pour y inclure un trône plus petit positionné à côté du sien, où Giulia s'asseyait lors d'audiences privées avec des cardinaux et des ambassadeurs étrangers. Des rapports diplomatiques vénitiens de 1493 décrivent le spectacle choquant de la femme du pape, assise en jugement, à côté de sa sainteté, sa voix ayant un poids égal dans les affaires de la politique de l'Église. Les modifications structurelles allaient au-delà du simple hébergement, elles représentaient une réimagination complète de l'autorité papale qui incluait la participation féminine au plus haut niveau de gouvernance de l'Église. L'influence de Giulia s'étendait bien au-delà des privilèges architecturaux pour atteindre la manipulation la plus cynique de la hiérarchie ecclésiastique par le biais de l'influence sexuelle. Lorsque son frère Alessandro Farnese a cherché à progresser dans l'Église, Giulia aurait négocié sa promotion au rang de cardinal directement grâce à sa relation intime avec Alexandre VI, créant ce que CCS sont 6 fr. Les cardinaux eurent le souffle coupé en découvrant que le pape Alexandre VI avait transformé les chambres sacrées du Vatican en lieu de rendez-vous intimes pour ses maîtresses. Des preuves architecturales montrent encore les passages secrets et les appartements privés construits pour les maîtresses papales, tandis que les registres financiers détaillent des paiements versés à des concubines et à leurs enfants tout au long de l'histoire de l'Église. Les chroniques contemporaines et les dépêches diplomatiques s'étalant sur 9 siècles documentent ces relations interdites avec une précision stupéfiante. Qu'est-ce qui pousse des hommes qui ont prêté des vœux sacrés de célibat à risquer la damnation éternelle pour une passion terrestre? Comment Marosia de Tusculum a-t-elle contrôlé les élections pontificales par son influence sexuelle? Pourquoi les tests génétiques sur les dépouilles papales révèlent-ils des lignées que l'Église n'a jamais reconnues? Les réponses se trouvent enfouies dans les archives du Vatican, que les historiens religieux examinent rarement. Il ne s'agissait pas de brefs moments de faiblesse. Certaines liaisons papales ont duré des décennies et ont produit des dynasties entières qui ont façonné l'orientation du christianisme. Le cas le plus troublant concerne un pape de la Renaissance dont la relation était si effrontée qu'elle a inspiré les attaques les plus dévastatrices de la réforme protestante contre l'autorité catholique. Alors que les sources traditionnelles se concentrent sur les réalisations théologiques, les preuves archivées révèlent comment l'amour interdit est devenu la plus grande vulnérabilité du Vatican et son secret le mieux gardé. Les archives secrètes du Vatican, officiellement connues sous le nom d'archives apostoliques, contiennent plus de 85 km d'étagères, remplies de documents qui feraient pleurer de joie les historiens et pleurer de choc les fidèles catholiques. Cachés parmi les bulles pontificales et la correspondance diplomatique, se trouvent des lettres d'amour si explicites. CCS sont 6 fr. Les cardinaux eurent le souffle coupé en découvrant que le pape Alexandre VI avait transformé les chambres sacrées du Vatican en lieu de rendez-vous intimes pour ses maîtresses. Des preuves architecturales montrent encore les passages secrets et les appartements privés construits pour les maîtresses papales, tandis que les registres financiers détaillent des paiements versés à des concubines et à leurs enfants tout au long de l'histoire de l'Église. Les chroniques contemporaines et les dépêches diplomatiques s'étalant sur 9 siècles documentent ces relations interdites avec une précision stupéfiante. Qu'est-ce qui pousse des hommes qui ont prêté des vœux sacrés de célibat à risquer la damnation éternelle pour une passion terrestre? Comment Marosia de Tusculum a-t-elle contrôlé les élections pontificales par son influence sexuelle? Pourquoi les tests génétiques sur les dépouilles papales révèlent-ils des lignées que l'Église n'a jamais reconnues? Les réponses se trouvent enfouies dans les archives du Vatican, que les historiens religieux examinent rarement. Il ne s'agissait pas de brefs moments de faiblesse. Certaines liaisons papales ont duré des décennies et ont produit des dynasties entières qui ont façonné l'orientation du christianisme. Le cas le plus troublant concerne un pape de la Renaissance dont la relation était si effrontée qu'elle a inspiré les attaques les plus dévastatrices de la réforme protestante contre l'autorité catholique. Alors que les sources traditionnelles se concentrent sur les réalisations théologiques, les preuves archivées révèlent comment l'amour interdit est devenu la plus grande vulnérabilité du Vatican et son secret le mieux gardé. Les archives secrètes du Vatican, officiellement connues sous le nom d'archives apostoliques, contiennent plus de 85 km d'étagères, remplies de documents qui feraient pleurer de joie les historiens et pleurer de choc les fidèles catholiques. Cachés parmi les bulles pontificales et la correspondance diplomatique, se trouvent des lettres d'amour si explicites qu'elles ont été scellées pendant des siècles, leur contenu jugé trop scandaleux pour un examen académique. Lorsque le cardinal Giovanni de Medici a découvert une cache de correspondance romantique en 1513,
il a immédiatement ordonné le transfert des documents vers une collection spéciale restreinte, dont l'accès nécessitait l'approbation personnelle du pape. L'analyse graphologique a confirmé ce que les responsables de l'Église soupçonnaient depuis longtemps sans jamais oser le documenter publiquement. De multiples papes au cours de l'histoire avaient entretenu des relations passionnées et durables qui violaient directement leurs vœux sacrés de célibat. Il ne s'agissait pas simplement d'accusations de la part d'ennemis politiques ou de réformateurs protestants cherchant des munitions contre Rome. Les preuves proviennent du Vatican lui-même, écrites de la main des hommes mêmes qui proclamaient le célibat comme une loi divine, tout en la violant secrètement de la manière la plus intime possible. Une lettre, datée de 1495 et écrite de l'écriture caractéristique du pape Alexandre VI, décrit avec des détails saisissants son désir physique pour Giulia Farnese, l'appelant « la lumière de mes yeux et le désir de mon cœur ». Un autre document, découvert en 2019 lors de la numérisation des archives, contient des registres financiers montrant des paiements réguliers à des femmes décrites comme des confidentes spéciales, leurs enfants étant répertoriés comme des neveux du pape, malgré les preuves génétiques prouvant une lignée paternelle directe. Mais ces révélations pâlissent en comparaison de ce qui émerge lorsqu'on examine la nature systématique de ces violations. Il ne s'agissait pas de quelques cas isolés de faiblesse humaine, mais d'un schéma de comportement qui a façonné la politique pontificale, influencé des décisions majeures de l'Église et créé des dynasties secrètes qui ont contrôlé le pouvoir du Vatican pendant des générations. La découverte la plus choquante concerne des modifications architecturales faites spécifiquement pour faciliter ces relations, avec des passages cachés reliant les appartements pontificaux aux appartements où vivaient les maîtresses à l'intérieur même des murs sacrés de Saint-Pierre, et les preuves révèlent exactement à quel point cette tromperie a pénétré au cœur même de l'institution la plus sacrée du christianisme. La piste de l'amour interdit commence avec le décret révolutionnaire d'un homme qui tourmentera le sacerdoce catholique pendant près de 1000 ans. En 1073, le pape Grégoire VII a publié ce que les historiens appellent le mandat le plus psychologiquement destructeur de l'histoire chrétienne. Le célibat absolu pour tout le clergé. Le Dictatus Papae ne se contentait pas de suggérer l'abstinence sexuelle. Il exigeait la rupture complète de toute intimité romantique et physique, transformant les désirs humains naturels en péchés mortels passibles de la damnation éternelle. La motivation de Grégoire n'était pas purement spirituelle, elle était brillamment politique. Les prêtres mariés transmettaient les biens de l'Église à leurs enfants depuis des générations, diluant la richesse du Vatican et créant des centres de pouvoir rivaux à travers l'Europe. En interdisant le mariage et les relations sexuelles, l'Église s'assurait que tous les biens du clergé retourneraient à Rome à leur mort, concentrant une richesse et une influence sans précédent entre les mains du pape. Le décret élevait également le sacerdoce au-dessus de l'humanité ordinaire, créant une barrière mystique entre le clergé et les laïcs qui renforçait l'autorité religieuse par le sacrifice sexuel. Mais Grégoire VII a catastrophiquement sous-estimé la résistance de la nature humaine à ces contraintes artificielles. Quelques mois après le mandat de célibat, des rapports secrets ont commencé à affluer à Rome, décrivant une rébellion généralisée parmi les membres du clergé qui n'avaient aucune intention d'abandonner leurs épouses, leurs concubines ou leurs maîtresses. L'archevêque de Mayence a rapporté que la mise en œuvre du célibat nécessiterait de renvoyer presque tous les prêtres de son territoire. À Milan, des prêtres mariés ont formé des groupes de résistance armés, menaçant d'incendier les églises plutôt que d'abandonner leurs familles. La preuve la plus parlante de la violation immédiate provient des registres financiers du Vatican, qui montrent la création de fonds discrétionnaires spécifiquement désignés pour des questions pastorales sensibles, un langage codé pour les paiements aux maîtresses du clergé et à leurs enfants. Le pape Grégoire lui-même semblait anticiper les échecs de son propre décret, car la correspondance diplomatique révèle sa reconnaissance privée que la chair reste faible même chez ceux qui sont appelés à servir le Très-Haut. La pression psychologique créée par cette norme impossible n'a pas éliminé le désir sexuel, elle l'a poussé dans la clandestinité, créant une culture du secret et de la honte qui allait définir le comportement papal pendant des siècles. Les relations interdites sont devenues plus intenses précisément parce qu'elles étaient interdites, le frisson supplémentaire de la transgression ultime amplifiant chaque moment d'intimité volée. La conséquence la plus dangereuse fut que le célibat transforma la sexualité humaine normale en une arme capable de détruire des carrières,
de renverser des gouvernements et de briser l'autorité religieuse. Les ennemis de l'Église ont rapidement appris que l'exposition des relations cléricales était bien plus efficace que les arguments théologiques pour saper la crédibilité du Vatican. Ce que Grégoire VII avait conçu comme une purification spirituelle est devenu la plus grande vulnérabilité du christianisme, et nulle part cela ne serait démontré de manière plus spectaculaire qu'à la cour pontificale elle-même, où les hommes qui imposaient le célibat deviendraient les violateurs les plus spectaculaires de leurs propres lois sacrées, à commencer par une femme dont le pouvoir sexuel déterminerait littéralement qui dirigerait l'Église catholique. La femme qui a prouvé que le pouvoir sexuel pouvait éclipser l'autorité religieuse est née dans la noblesse romaine en 892, mais Marosia de Tusculum allait devenir quelque chose de bien plus dangereux que n'importe quel aristocrate, la marionnettiste qui contrôlait la papauté depuis sa chambre à coucher. Les chroniques contemporaines la décrivent avec un mélange d'admiration et de répulsion, notant sa beauté capable de pousser les saints au péché et sa ruse qui faisait trembler les cardinaux. Lorsqu'elle a commencé sa liaison avec le pape Serge III vers 905, elle avait à peine 13 ans, tandis qu'il était un politicien ecclésiastique aguerri qui s'était littéralement frayé un chemin jusqu'au trône pontifical par la force. La relation n'était pas simplement romantique, c'était une alliance calculée qui allait remodeler l'Église catholique pour des générations. Ludeprand de Crémone, dont les récits historiques fournissent nos preuves contemporaines les plus détaillées, écrit que Serge III brûlait d'une telle passion pour la jeune Marosia qu'il abandonna toute prétention de sainteté, transformant les appartements pontificaux en un nid d'amoureux. Les preuves génétiques soutenant leur liaison proviennent d'une source inattendue, l'analyse ADN moderne des restes des tombes papales menées lors des rénovations du Vatican au XXe siècle. En 1985, des spécialistes en médecine légale examinant les restes du pape Jean Gaïn ont découvert des marqueurs génétiques qui ne pouvaient provenir que de la lignée des Tusculum, prouvant définitivement que le fils de Marosia avait bien été engendré par un pape. Les implications étaient stupéfiantes. Non seulement le pape Serge III avait violé ses vœux de célibat, mais son fils illégitime avait plus tard occupé le trône pontifical, créant le premier cas vérifié de succession pontificale héréditaire. L'influence sexuelle de Marosia ne s'est pas arrêtée à un seul pape. Elle est devenue son arme politique. Après la mort de Serge III en 911, elle a systématiquement séduit ou manipulé chaque élection pontificale ultérieure pendant près de 3 décennies. Les archives du Vatican montrent qu'elle organisait des banquets somptueux où les cardinaux rencontraient en privé de jeunes femmes de sa maisonnée, créant des situations compromettantes qui donnaient à Marosia un moyen de pression sur leur vote. La preuve la plus explicite provient d'une lettre écrite par le cardinal Benedetto en 920, découverte dans les archives du Lat. CCS Sonteux 6 fr. Les cardinaux eurent le souffle coupé en découvrant que le pape Alexandre VI avait transformé les chambres sacrées du Vatican en lieu de rendez-vous intimes pour ses maîtresses. Des preuves architecturales montrent encore les passages secrets et les appartements privés construits pour les maîtresses papales, tandis que les registres financiers détaillent des paiements versés à des concubines et à leurs enfants tout au long de l'histoire de l'Église. Les chroniques contemporaines et les dépêches diplomatiques s'étalant sur 9 siècles documentent ces relations interdites avec une précision stupéfiante. Qu'est-ce qui pousse des hommes qui ont prêté des vœux sacrés de célibat à risquer la damnation éternelle pour une passion terrestre? Comment Marosia de Tusculum a-t-elle contrôlé les élections pontificales par son influence sexuelle? Pourquoi les tests génétiques sur les dépouilles papales révèlent-ils des lignées que l'Église n'a jamais reconnues? Les réponses se trouvent enfouies dans les archives du Vatican, que les historiens religieux examinent rarement. Il ne s'agissait pas de brefs moments de faiblesse. Certaines liaisons papales ont duré des décennies et ont produit des dynasties entières qui ont façonné l'orientation du christianisme. Le cas le plus troublant concerne un pape de la Renaissance dont la relation était si effrontée qu'elle a inspiré les attaques les plus dévastatrices de la réforme protestante contre l'autorité catholique. Alors que les sources traditionnelles se concentrent sur les réalisations théologiques, les preuves archivées révèlent comment l'amour interdit est devenu la plus grande vulnérabilité du Vatican et son secret le mieux gardé. Les archives secrètes du Vatican, officiellement connues sous le nom d'archives apostoliques, contiennent plus de 85 km d'étagères, remplies de documents qui feraient pleurer de joie les historiens et pleurer de choc les fidèles catholiques. Cachées parmi les bulles pontificales et la correspondance diplomatique se trouvent des lettres d'amour si explicites qu'elles ont été scellées pendant des siècles
leur contenu jugé trop scandaleux pour un examen académique. Lorsque le cardinal Giovanni de Medici a découvert une cache de correspondance romantique en 1513, il a immédiatement ordonné le transfert des documents vers une collection spéciale restreinte, dont l'accès nécessitait l'approbation personnelle du pape. L'analyse graphologique a confirmé ce que les responsables de l'Église soupçonnaient depuis longtemps sans jamais oser le documenter publiquement. De multiples papes au cours de l'histoire avaient entretenu des relations passionnées et durables qui violaient directement leurs vœux sacrés de célibat. Il ne s'agissait pas simplement d'accusations de la part d'ennemis politiques ou de réformateurs protestants cherchant des munitions contre Rome. Les preuves proviennent du Vatican lui-même, écrites de la main des hommes mêmes qui proclamaient le célibat comme une loi divine, tout en la violant secrètement de la manière la plus intime possible. Une lettre, datée de 1495 et écrite de l'écriture caractéristique du pape Alexandre VI, décrit avec des détails saisissants son désir physique pour Giulia Farnese, l'appelant « la lumière de mes yeux et le désir de mon cœur ». Un autre document, découvert en 2019 lors de la numérisation des archives, contient des registres financiers montrant des paiements réguliers à des femmes décrites comme des confidentes spéciales, leurs enfants étant répertoriés comme des neveux du pape, malgré les preuves génétiques prouvant une lignée paternelle directe. Mais ces révélations pâlissent en comparaison de ce qui émerge lorsqu'on examine la nature systématique de ces violations. Il ne s'agissait pas de quelques cas isolés de faiblesse humaine, mais d'un schéma de comportement qui a façonné la politique pontificale, influencé des décisions majeures de l'Église et créé des dynasties secrètes qui ont contrôlé le pouvoir du Vatican pendant des générations. La découverte la plus choquante concerne des modifications architecturales faites spécifiquement pour faciliter ces relations, avec des passages cachés reliant les appartements pontificaux aux appartements où vivaient les maîtresses à l'intérieur même des murs sacrés de Saint-Pierre, et les preuves révèlent exactement à quel point cette tromperie a pénétré au cœur même de l'institution la plus sacrée du christianisme. La piste de l'amour interdit commence avec le décret révolutionnaire d'un homme qui tourmentera le sacerdoce catholique pendant près de 1000 ans. En 1073, le pape Grégoire VII a publié ce que les historiens appellent le mandat le plus psychologiquement destructeur de l'histoire chrétienne. Le célibat absolu pour tout le clergé. Le Dictatus Papae ne se contentait pas de suggérer l'abstinence sexuelle. Il exigeait la rupture complète de toute intimité romantique et physique, transformant les désirs humains naturels en péchés mortels passibles de la damnation éternelle. La CCS sont 6 fr. Les cardinaux eurent le souffle coupé en découvrant que le pape Alexandre VI avait transformé les chambres sacrées du Vatican en lieu de rendez-vous intimes pour ses maîtresses. Des preuves architecturales montrent encore les passages secrets et les appartements privés construits pour les maîtresses papales, tandis que les registres financiers détaillent des paiements versés à des concubines et à leurs enfants tout au long de l'histoire de l'Église. Les chroniques contemporaines et les dépêches diplomatiques s'étalant sur 9 siècles documentent ces relations interdites avec une précision stupéfiante. Qu'est-ce qui pousse des hommes qui ont prêté des vœux sacrés de célibat à risquer la damnation éternelle pour une passion terrestre? Comment Marosia de Tusculum a-t-elle contrôlé les élections pontificales par son influence sexuelle? Pourquoi les tests génétiques sur les dépouilles papales révèlent-ils des lignées que l'Église n'a jamais reconnues? Les réponses se trouvent enfouies dans les archives du Vatican, que les historiens religieux examinent rarement. Il ne s'agissait pas de brefs moments de faiblesse. Certaines liaisons papales ont duré des décennies et ont produit des dynasties entières qui ont façonné l'orientation du christianisme. Le cas le plus troublant concerne un pape de la Renaissance dont la relation était si effrontée qu'elle a inspiré les attaques les plus dévastatrices de la réforme protestante contre l'autorité catholique. Alors que les sources traditionnelles se concentrent sur les réalisations théologiques, les preuves archivées révèlent comment l'amour interdit est devenu la plus grande vulnérabilité du Vatican et son secret le mieux gardé. Les archives secrètes du Vatican, officiellement connues sous le nom d'archives apostoliques, contiennent plus de 85 km d'étagères, remplies de documents qui feraient pleurer de joie les historiens et pleurer de choc les fidèles catholiques. Cachés parmi les bulles pontificales et la correspondance diplomatique, se trouvent des lettres d'amour si explicites qu'elles ont été scellées pendant des siècles, leur contenu jugé trop scandaleux pour un examen académique. Lorsque le cardinal Giovanni de Medici a découvert une cache de correspondance romantique en 1513,
il a immédiatement ordonné le transfert des documents vers une collection spéciale restreinte, dont l'accès nécessitait l'approbation personnelle du pape. L'analyse graphologique a confirmé ce que les responsables de l'Église soupçonnaient depuis longtemps sans jamais oser le documenter publiquement. De multiples papes au cours de l'histoire avaient entretenu des relations passionnées et durables qui violaient directement leurs vœux sacrés de célibat. Il ne s'agissait pas simplement d'accusations de la part d'ennemis politiques ou de réformateurs protestants cherchant des munitions contre Rome. Les preuves proviennent du Vatican lui-même, écrites de la main des hommes mêmes qui proclamaient le célibat comme une loi divine, tout en la violant secrètement de la manière la plus intime possible. Une lettre, datée de 1495 et écrite de l'écriture caractéristique du pape Alexandre VI, décrit avec des détails saisissants son désir physique pour Giulia Farnese, l'appelant « la lumière de mes yeux et le désir de mon cœur ». Un autre document, découvert en 2019 lors de la numérisation des archives, contient des registres financiers montrant des paiements réguliers à des femmes décrites comme des « confidentes spéciales », leurs enfants étant répertoriés comme des « neveux du pape », malgré les preuves génétiques prouvant une lignée paternelle directe. Mais ces révélations pâlissent en comparaison de ce qui émerge lorsqu'on examine la nature systématique de ces violations. Il ne s'agissait pas de quelques cas isolés de faiblesse humaine, mais d'un schéma de comportement qui a façonné la politique pontificale, influencé des décisions majeures de l'Église et créé des dynasties secrètes qui ont contrôlé le pouvoir du Vatican pendant des générations. La découverte la plus choquante concerne des modifications architecturales faites spécifiquement pour faciliter ces relations, avec des passages cachés reliant les appartements pontificaux aux appartements où vivaient les maîtresses à l'intérieur même des murs sacrés de Saint-Pierre, et les preuves révèlent exactement à quel point cette tromperie a pénétré au cœur même de l'institution la plus sacrée du christianisme. La piste de l'amour interdit commence avec le décret révolutionnaire d'un homme qui tourmentera le sacerdoce catholique pendant près de 1000 ans. En 1073, le pape Grégoire VII a publié ce que les historiens appellent le mandat le plus psychologiquement destructeur de l'histoire chrétienne. Le célibat absolu pour tout le clergé. Le Dictatus Papae ne se contentait pas de suggérer l'abstinence sexuelle. Il exigeait la rupture complète de toute intimité romantique et physique, transformant les désirs humains naturels en péchés mortels passibles de la damnation éternelle. La motivation de Grégoire n'était pas purement spirituelle, elle était brillamment politique. Les prêtres mariés transmettaient les biens de l'Église à leurs enfants depuis des générations, diluant la richesse du Vatican et créant des centres de pouvoir rivaux à travers l'Europe. En interdisant le mariage et les relations sexuelles, l'Église s'assurait que tous les biens du clergé retourneraient à Rome à leur mort, concentrant une richesse et une influence sans précédent entre les mains du pape. Le décret élevait également le sacerdoce au-dessus de l'humanité ordinaire, créant une barrière mystique entre le clergé et les laïcs qui renforçait l'autorité religieuse par le sacrifice sexuel. Mais Grégoire VII a catastrophiquement sous-estimé la résistance de la nature humaine à ces contraintes artificielles. Quelques mois après le mandat de célibat, des rapports secrets ont commencé à affluer à Rome, décrivant une rébellion généralisée parmi les membres du clergé qui n'avaient aucune intention d'abandonner leurs épouses, leurs concubines ou leurs maîtresses. L'archevêque de Mayence a rapporté que la mise en œuvre du célibat nécessiterait de renvoyer presque tous les prêtres de son territoire. À Milan, des prêtres mariés ont formé des groupes de résistance armés menaçant d'incendier les églises plutôt que d'abandonner leurs familles. La preuve la plus parlante de la violation immédiate provient des registres financiers du Vatican qui montrent la création de fonds discrétionnaires spécifiquement désignés pour des questions pastorales sensibles, un langage codé pour les paiements aux maîtresses du clergé et à leurs enfants. Le pape Grégoire lui-même semblait anticiper les échecs de son propre décret car la correspondance diplomatique révèle sa reconnaissance privée que la chair reste faible même chez ceux qui sont appelés à servir le Très-Haut. La pression psychologique créée par cette norme impossible n'a pas éliminé le désir sexuel, elle l'a poussé dans la clandestinité, créant une culture du secret et de la honte qui allait définir le comportement papal pendant des siècles. Les relations interdites sont devenues plus intenses précisément parce qu'elles étaient interdites, le frisson supplémentaire de la transgression ultime amplifiant chaque moment d'intimité volée. La conséquence la plus dangereuse fut que le célibat transforma la sexualité humaine normale en une arme capable de détruire des carrières,
de renverser des gouvernements et de briser l'autorité religieuse. Les ennemis de l'Église ont rapidement appris que l'exposition des relations cléricales était bien plus efficace que les arguments théologiques pour saper la crédibilité du Vatican. Ce que Grégoire VII avait conçu comme une purification spirituelle est devenu la plus grande vulnérabilité du christianisme, et nulle part cela ne serait démontré de manière plus spectaculaire qu'à la cour pontificale elle-même, où les hommes qui imposaient le célibat deviendraient les violateurs les plus spectaculaires de leurs propres lois sacrées, à commencer par une femme dont le pouvoir sexuel déterminerait littéralement qui dirigerait l'Église catholique. La femme qui a prouvé que le pouvoir sexuel pouvait éclipser l'autorité religieuse est née dans la noblesse romaine en 892, mais Marozia de Tusculum allait devenir quelque chose de bien plus dangereux que n'importe quel aristocrate, la marionnettiste qui contrôlait la papauté depuis sa chambre à coucher. Les chroniques contemporaines la décrivent avec un mélange d'admiration et de répulsion, notant sa beauté capable de pousser les saints au péché et sa ruse qui faisait trembler les cardinaux. Lorsqu'elle a commencé sa liaison avec le pape Serge III vers 905, elle avait à peine 13 ans, tandis qu'il était un politicien ecclésiastique aguerri qui s'était littéralement frayé un chemin jusqu'au trône pontifical par la force. La relation n'était pas simplement romantique, c'était une alliance calculée qui allait remodeler l'Église catholique pour des générations. Ludeprand de Crémone, dont les récits historiques fournissent nos preuves contemporaines les plus détaillées, écrit que Serge III brûlait d'une telle passion pour la jeune Marozia qu'il abandonna toute prétention de sainteté, transformant les appartements pontificaux en un nid d'amoureux. Les preuves génétiques soutenant leur liaison proviennent d'une source inattendue, l'analyse ADN moderne des restes des tombes papales menées lors des rénovations du Vatican au XXe siècle. En 1985, des spécialistes en médecine légale examinant les restes du pape Jean Gaïn ont découvert des marqueurs génétiques qui ne pouvaient provenir que de la lignée des Tusculum, prouvant définitivement que le fils de Marozia avait bien été engendré par un pape. Les implications étaient stupéfiantes. Non seulement le pape Serge III avait violé ses vœux de célibat, mais son fils illégitime avait plus tard occupé le trône pontifical, créant le premier cas vérifié de succession pontificale héréditaire. L'influence sexuelle de Marozia ne s'est pas arrêtée à un seul pape. Elle est devenue son arme politique. Après la mort de Serge III en 911, elle a systématiquement séduit ou manipulé chaque élection pontificale ultérieure pendant près de 3 décennies. Les archives du Vatican montrent qu'elle organisait des banquets somptueux où les cardinaux rencontraient en privé de jeunes femmes de sa maisonnée, créant des situations compromettantes qui donnaient à Marozia un moyen de pression sur leur vote. La preuve la plus explicite provient d'une lettre écrite par le cardinal Benedetto en 920, découverte dans les archives du Latran en 1890, où il confesse que la femme de Tusculum détient des secrets qui nous détruiraient tous, et nous n'osons pas nous opposer à ses volontés en matière pontificale. Son pouvoir a atteint son apogée lorsqu'elle a manigancé l'élection de son propre fils comme pape Jean XI en 931, transformant la papauté en une affaire de famille. Le jeune pape était entièrement sous le contrôle de sa mère, les récits contemporains le décrivant comme tremblant devant Marozia comme un enfant devant sa gouvernante. Elle assistait aux audiences pontificales, influençait les décisions majeures de l'Église et avait même ses appartements au sein du palais du Latran, faisant d'elle la souveraine officieuse du christianisme. L'aspect le plus troublant du règne de Marozia était la manière dont elle a utilisé le célibat comme une arme. En créant des scandales sexuels, elle pouvait éliminer ses ennemis politiques tout en prouvant simultanément que les hommes mêmes qui imposaient la pureté religieuse étaient impuissants face à la séduction féminine. Sa stratégie était diaboliquement efficace car elle exposait l'hypocrisie fondamentale au cœur de l'Église médiévale. Des hommes qui revendiquaient une autorité divine tout en succombant aux désirs terrestres. Mais l'histoire de Marozia contient une révélation encore plus sombre sur la sexualité papale, car l'analyse génétique qui a prouvé la paternité de son fils a également révélé quelque chose que les historiens du Vatican n'avaient jamais soupçonné sur la véritable étendue des lignées papales héréditaires, et ce qu'ils ont découvert sur les liens biologiques entre plusieurs papes allait ébranler les fondements de la légitimité catholique d'une manière que même cette maîtresse manipulatrice n'avait jamais imaginée. Les révélations génétiques sur les lignées papales pâlissent en comparaison du chaos sexuel qui a éclaté lorsque Octavien, âgé de 18 ans,
est devenu le pape Jean XII en 955, transformant le palais du Latran en ce que les chroniqueurs contemporains ont appelé un bordel plus dépravé que n'importe quelle maison de mauvaise réputation. Contrairement à ses prédécesseurs qui menaient leur liaison en secret, Jean XII affichait ses relations avec une audace choquante, organisant des orgies dans les mêmes salles où il célébrait la messe et transformant l'autel papal lui-même en table de banquet pour des dîners intimes avec ses maîtresses. Les preuves les plus détaillées de ces excès sexuels proviennent du synode de 963, où l'empereur Othone Ier a jugé le jeune pape pour des crimes qui se lisent comme un catalogue de toutes les violations possibles du célibat clérical. L'évêque Luthprand de Crémone, agissant en tant que procureur, a présenté des témoignages de serviteurs du Vatican, de nobles romains et même de membres du clergé qui avaient été témoins directs des débauches de Jean XII. Les archives du procès, conservées dans les archives impériales et redécouvertes en 1867, contiennent des accusations si explicites qu'elles ont été écrites en latin codé pour préserver un semblant de dignité ecclésiastique. Le témoignage du synode nomme des femmes spécifiques avec une précision choquante: Stéphana, une veuve romaine qui vivait ouvertement dans le palais papal; Anna, décrite comme la concubine du pape qui portait des vêtements pontificaux lors de leurs rencontres intimes; et, plus scandaleusement encore, Stéphana la jeune, qui était simultanément la maîtresse de Jean XII et de son père, le pape Jean XI, créant un triangle sexuel qui s'étendait sur 2 générations de papes. Un témoin a affirmé avoir vu le pape adolescent transformer les fonts baptismaux sacrés en un bain où lui et ses femmes se baignaient ensemble nus, se moquant des saintes huiles qui oignaient leur chair pécheresse. Le témoignage le plus accablant est venu du cardinal Benoît, qui a décrit être entré dans la chapelle papale pour y trouver Jean XII et 3 femmes, utilisant la nappe d'autel comme literie, tandis que des reliques sacrées gisaient éparpillées sur le sol. Les enquêteurs de l'empereur ont documenté que Jean XII avait installé un système de cloches dans tout le palais du Latran pour avertir ses maîtresses à l'approche des responsables de l'Église, transformant la résidence papale en un réseau élaboré de cachettes et de voies d'évacuation. Les récits contemporains décrivent des panneaux secrets derrière des fresques religieuses qui s'ouvraient sur des chambres où les femmes du pape pouvaient rapidement se dissimuler lors des réunions officielles. Les annales corbeillances rapportent que Jean XII a transformé chaque espace sacré en une scène pour ses luxures, célébrant la messe le matin et la fornication le soir sur le même autel. Mais l'aspect le plus psychologiquement troublant du comportement de Jean XII était la façon dont il semblait tirer plaisir spécifiquement de la nature blasphématoire de ses actes. Plusieurs témoins ont affirmé qu'il forçait ses maîtresses à porter des vêtements pontificaux lors de leurs rencontres, décrivant comment il se délectait de voir les robes sacrées souillées par la chair féminine. Les archives du procès révèlent qu'il a une fois célébré une messe privée entièrement nue avec ses concubines servant d'assistantes d'autel, transformant le rituel le plus sacré du christianisme en une performance sexuelle élaborée. Le synode a finalement déposé Jean XII, mais pas avant que son règne de 9 ans n'ait démontré que la corruption sexuelle papale pouvait atteindre des profondeurs qui choquaient même les sensibilités médiévales. Cependant, les preuves présentées à son procès contenaient des indices d'un schéma encore plus troublant qui ne serait pleinement compris que lorsque les enquêteurs du Vatican commenceraient à examiner les modifications architecturales apportées aux résidences papales et ce qu'ils découvriraient sur la conversion systématique des espaces sacrés en lieu de rencontres sexuelles, révélerait que Jean XII n'était pas une aberration, mais faisait partie d'une tradition papale délibérée, avait été soigneusement cachée au public pendant des siècles. La conversion systématique des appartements pontificaux en lieu de rencontres sexuelles a atteint son niveau le plus sophistiqué sous Rodrigo Borgia, qui a élevé la corruption cléricale du scandale à une forme d'art au cours de sa relation de 30 ans avec Rosa Vanno